Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leurs familles, puis surtout de montrer sous un jour positif que même avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Je m'appelle Eugénie Petit-Lédier, je suis franco-canadienne et maman, orthopédagogue, formée à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger. Plus précisément, depuis 2018, en téléorthopédagogie avec AIDEOR. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Bonjour, aujourd'hui sur le podcast Voyage vers la réussite scolaire, nous avons avec nous Maëlle Bougain. Maëlle, bonjour. Bonjour. Maëlle, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où est-ce que tu habites? Alors du coup, je m'appelle Maëlle, j'habite à Bordeaux. Parfait, donc tu es en France et Maëlle, peux-tu nous expliquer un peu ton parcours? Tu fais aujourd'hui partie de notre podcast pour montrer aux familles qu'on peut avoir un trouble d'apprentissage et vivre des belles réussites. Moi, j'aime bien dire souvent aux familles avec qui on intervient, avec les enseignants, qu'on ne se réduit pas à son trouble d'apprentissage. On est une personne vraiment dans sa globalité et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie d'entendre. On entend d'entendre le parcours de Maëlle, ton parcours scolaire et à vouloir faire une profession dans les neurosciences. Pour commencer, je pense que je vais présenter justement mes troubles d'apprentissage. J'ai une dyspraxie et une dysgraphie. Au niveau de ma dyspraxie, je suis à la fois touchée au niveau moteur et au niveau visuospatial, ce qui peut rendre certaines choses difficiles quand on fait ses études en sciences. Et pour la dysgraphie aussi, vu que quand on fait des études, on doit suivre un certain rythme et que notamment moi, l'effet que ça me donne le plus, c'est que ça me fatigue beaucoup. Donc voilà, ça c'est mes principales difficultés. J'ai toujours été très intéressée par les sciences depuis que j'étais petite. Et petit à petit, je me suis décidée vers la biologie parce que comprendre comment la vie fonctionne, enfin, c'est quand même passionnant. Et puis également de par le fait que avec mes difficultés, j'ai toujours eu du mal pour tout ce qui était mathématiques. Donc tout ce qui était physique également, c'était pas forcément mon point fort. Ça m'intéressait, mais ça restait beaucoup plus compliqué. Alors que pour moi, la biologie, c'est presque instinctif en fait. C'est vraiment quelque chose, j'ai cette logique-là, et du coup, forcément, on va plus se diriger vers quelque chose qu'on comprend naturellement. Maintenant, la biologie, ça reste quand même très large comme domaine. Mais j'ai vraiment toujours été intéressée sur le fait de comprendre comment en particulier le cerveau fonctionne, également parce que j'ai un cerveau qui fonctionne différemment des autres. Donc je suppose que voilà, cet intérêt s'est présenté comme ça pour essayer aussi de comprendre ce que moi je pouvais avoir. Non, c'est pas encore assez, malheureusement. Je viens de finir une licence de biologie et l'année prochaine, je vais être en master de neurosciences internationales à Bordeaux. Est-ce que ça va être comme un docteur? Il faut que tu fasses aussi le doctorat? On peut commencer à travailler une fois qu'on a le master. Mais moi, comme j'ai envie de faire de la recherche, je vais essayer de faire un doctorat. Donc après, il faudra voir, hein. J'en suis pas encore là. J'ai déjà 2 ans de master à faire. Ça dépendra de si je reste en France ou si je dois aller à l'étranger également. Parce qu'en France, les bourses pour le doctorat, il n'y en a pas beaucoup. Ça se verra plus tard, mais oui, j'aimerais bien faire un doctorat parce que c'est ce qu'il faut faire pour faire la recherche.
C'est tellement beau de t'entendre, justement, d'entendre que malgré des difficultés qu'on peut avoir au primaire, au collège et peut-être au lycée, probablement que tu as vécu plusieurs défis et tu as réussi à obtenir là, ta licence et là, tu souhaites continuer à la maîtrise, tu es même prise et tu souhaites même, tu penses au doctorat. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être des stratégies que tu as mis en place pour surmonter ces obstacles-là? Alors, stratégie qui a été mise en place, il faudrait peut-être que je précise aussi que j'ai un haut potentiel intellectuel, ce qui a fait qu'en fait, j'ai réussi à compenser pendant plusieurs années. Donc en fait, la dyspraxie, pour moi, on me l'a diagnostiquée qu'au collège, parce que j'avais de grosses difficultés en sport qui ont pu aussi amener à du harcèlement de personnes qui, par exemple, rigolaient en avance parce que j'allais faire une roulade et que forcément, elle n'allait pas être droite. Parce que ça, c'était quelque chose de très difficile. Donc, j'ai été dispensée de cours de sport, vu que c'était trop pénible. J'en ai parlé avec ma pédopsychiatre qui commençait à se poser la question de s'il n'y avait pas une dyspraxie. Donc, je me suis fait diagnostiquer et effectivement, c'était ça. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, l'aménagement qui a été mis, c'était la dispense de sport. Et puis j'ai fait une rééducation qui m'a aidée à récupérer sur certaines choses. Par exemple, moi, renverser mon bol le matin, j'arrive à rattraper des verres, ce genre de choses quand ils tombent, donc c'est déjà bien. Mais j'ai pas encore, j'ai encore beaucoup de difficultés au niveau visuo-spatial. Ça n'a pas beaucoup récupéré. Et au niveau motricité fine, vraiment, donc dans la vie de tous les jours, ça peut être, je sais pas, couper la viande, par exemple, ça reste assez compliqué. Ou après, dans mes études, quand on fait des travaux pratiques et qu'il y a des dissections, ça, c'est vraiment quelque chose que je peux pas faire du tout. Donc là-dessus, j'ai besoin d'aide. Ensuite, j'ai continué à compenser en fait parce qu'on a trouvé ma dysgraphie que quand j'étais en 3e, parce que j'ai eu des crampes pendant mon brevet blanc d'histoire, où il y avait énormément de rédaction à faire et c'était une épreuve qui était longue. En fait, c'était la première fois que je devais écrire pendant aussi longtemps. Je suis revenue à la maison et j'ai dit mais j'ai vraiment eu du mal à terminer cette épreuve et mes parents m'ont demandé mais depuis quand t'as mal en fait à la main? Et j'ai dit depuis toujours, j'avais toujours un peu mal à la main et il y a d'autres élèves qui disent qu'ils ont mal à la main quand on a beaucoup de choses à écrire et ça on a du mal à comparer. La douleur, ça on a du mal à savoir si c'est normal ou pas. Et du coup, voilà, on a trouvé la dysgraphie également. Et à partir de ce moment-là, on a mis en place l'utilisation de l'ordinateur. Donc, quand je suis rentrée au lycée, j'ai pu voir une ergothérapeute. J'ai également entamé une rééducation pour l'écriture, mais bon, ça, c'est pas ce qui a marché le mieux. Je me suis vite mise vraiment à utiliser l'ordinateur à temps plein. Et maintenant, quand je dois écrire, j'écris comme je peux. Mais voilà. Avec l'ordinateur, ça se passe bien. J'ai vraiment bien appris. J'écris aussi vite que les personnes qui écrivent à la main. Donc maintenant, ça me permet de suivre les cours et de pouvoir écouter en même temps. Parce qu'en fait, avant, c'était soit j'écrivais, soit j'écoutais ce qu'on me disait, quoi. Ça prenait trop d'attention. Et j'ai également un tiers-temps pour les examens. Parce qu'il y a des examens où je ne peux pas tout faire à l'ordinateur et du coup, je perds encore du temps à l'écriture. C'est les aménagements pour lesquels on s'est un peu battu parce que c'était vraiment pas facile de les obtenir. On a notamment eu à se battre un peu avec une médecin scolaire
quand j'étais au collège, qui vraiment mais n'était pas compréhensif du tout et a fini par donner les aménagements pour apaiser les tensions. Enfin bon, ça n'a vraiment pas été facile. Et là-dessus, je remercie beaucoup ma mère parce que c'est elle qui n'a pas lâché le morceau, alors que je pense que ça peut être vite difficile et on peut vite baisser les bras dans ce genre de situation quand on n'est pas aidé du tout. Donc ça, malgré tout, c'est une grosse partie de comment j'ai pu en arriver là aujourd'hui. J'aurais pas eu ces aménagements à l'école, on n'aurait pas trouvé ces troubles-là. Ça aurait pas marché, quoi. Là, c'est tout. C'est nécessaire. Pour les parents qui se posent la question, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une évaluation, hein? Des fois, on entend ça, une hésitation par rapport aux mots, on entend des fois essayer de mettre une étiquette. Toi, lorsqu'on t'entend parler, on dirait que c'est plutôt un soulagement, une réponse à ce que tu as vécu durant ton primaire et qui n'avait pas été dépisté encore. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait ça, en fait. Depuis que j'étais petite, je voyais bien qu'il y avait des choses où j'étais pas pareille que les autres. En sport, c'était vraiment pénible. Le fait de renverser des choses au quotidien, mes parents, ils comprenaient pas non plus. Notamment, ma mère a été une grande sportive quand elle était jeune. Et moi, on me voyait quand je courais, on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, par exemple. Je coordonnais pas bien les bras, les jambes. Et tant qu'on n'a pas mis le mot sur ce que c'est, on ne peut pas savoir quoi mettre en place non plus. On ne sait pas si c'est juste une difficulté qu'on peut avoir ou si c'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal du tout et qu'il y a des choses à mettre en place en fait. Malheureusement, en France, la dyspraxie, c'est clairement pas le trouble le plus connu. On commence à connaître la dyslexie un petit peu et encore. Il faut quand même que les profs soient un minimum formés pour qu'ils connaissent ça. Et voilà, c'est peut-être le trouble qui est connu depuis le plus longtemps, donc peut-être un peu plus visible, entre guillemets, à l'école. Mais la dyspraxie, personne ne connaît quasiment, en fait. C'est important de trouver des professionnels qui connaissent ça. Et après, c'est encore la bataille pour expliquer aux professeurs ce que c'est, que j'ai pas le choix d'avoir ces aménagements, sinon je suis pas au même niveau que les autres, en fait. Que ces aménagements-là, ils sont vraiment nécessaires pour déjà permettre d'être moins en difficulté au quotidien et que ça devienne moins pénible. Même si ça compense pas tout, on continue à vivre avec aussi à la maison où on n'a pas de tiers-temps, même sur une journée, on n'a que 24 heures aussi, donc on fait comme on peut. On est aussi aidé par les parents. En tout cas, dans mon cas, je suis aidée encore, notamment au niveau des tâches ménagères, où je commence à apprendre, mais il y en a qui sont encore très difficiles pour moi. Et c'est vrai qu'en fait, déjà, on est aidé à l'école grâce à ces aménagements-là, mais malgré tout, le handicap reste là au quotidien, on fait avec. Mais c'est déjà important de pouvoir être aidé sur les études, parce que c'est quand même une grosse partie de notre temps qui est pris par ça. Et voilà. On y passe toutes nos journées, hein? Donc, c'est toujours ce qu'on dit, nous aussi, que lorsqu'on accompagne nos élèves, qu'on les voit 1 à 2 fois par semaine, et c'est super, ils sont très contents, il y a des progrès, mais toute la semaine, les enfants sont dans la classe, hein? Donc, effectivement, que c'est important d'accompagner, comme tu parlais, de la formation des enseignants, d'avoir un accompagnement, parce que c'est dans cet environnement-là que l'enfant est durant toute la semaine. Donc, effectivement, les aménagements, c'est très, très, très important que l'enfant, l'ado, en ce moment, l'élève se sente soutenu, comme tu expliques, à la maison, que les parents voient tout le potentiel de leur enfant, qu'ils sachent qu'il y a des capacités, des intérêts, comme tu dis que ta mère n'a pas lâché le morceau, des parents qui insistent parce qu'ils savent que leur enfant est capable et qu'il faut mettre des aménagements pour que leur potentiel
puisse être à son plein développement. Et puis, dans la classe aussi, c'est possible de voir que cet enfant-là est plutôt verbomoteur ou est plutôt une très belle énergie. Moi, souvent, j'aime bien parler de tout ce qui est des émotions. On a souvent une sensibilité émotionnelle des élèves qui vont pouvoir aller aider, même s'il y a des difficultés, ils vont aller aider à d'autres moments. Ils vont aller soit distribuer des feuilles ou ils vont aller apporter un soutien quand la personne a une tristesse. Ou, on peut voir des fois sur les élèves qui ne sont pas nécessairement vus lors des évaluations, mais il y a d'autres choses à valoriser, tout ce qui est les arts. Hein. Souvent, on a des élèves qui vont être très bons, peut-être alors soit au piano ou au violon ou d'autres intérêts qui ne sont pas nécessairement en lecture, en écriture ou comme toi en sport, de ce que tu parlais. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as des passions que tu as développées à l'extérieur de l'école? J'ai fait de l'art plastique pendant jusqu'au lycée, de la primaire au lycée. J'avais la professeure qui gérait l'atelier d'art plastique m'a beaucoup aidée justement quand j'étais petite. Cette activité, ça m'a beaucoup aidée à gérer mes émotions, la frustration qu'on peut avoir quand on fait quelque chose et que c'est pas exactement comme on peut l'imaginer. Surtout que j'ai une anxiété de performance. Donc naturellement, je suis déjà très perfectionniste et c'est vrai que j'ai commencé en plus cette activité au moment où on connaissait pas mes troubles. Donc il y a des moments où je comprenais pas forcément pourquoi j'arrivais pas à faire certaines choses comme c'était dans ma tête. J'avais les idées déjà qui étaient présentes, mais après pour le mettre sur la feuille, c'était difficile. Cette enseignante vraiment m'a beaucoup aidée en apprenant par exemple à tricher comme elle disait. Donc c'était si jamais il y avait une tâche ou un truc qui n'était pas prévu, on recouvrait avec de la peinture ou avec du graphisme. C'est pas grave, c'est pas exactement comme on a imaginé, mais au final ça te donne quelque chose qui est très beau aussi. Ça fait partie du processus, c'était pas prévu, mais on peut en sortir quelque chose de très bien. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à apprendre que bon, même si une erreur ça peut arriver, au final, voilà, on peut en sortir quelque chose de très beau. Dédramatiser et aussi, je dirais, prendre les opportunités qui arrivent sur notre chemin. Il va en arriver plein aussi encore. Donc là, c'était au travers des arts, mais c'est tellement une belle manière d'apprendre pour aller le transférer après tout au long de notre vie parce qu'effectivement, il nous arrive comme ça des petits obstacles, mais saisissons-les et puis on arrive à quelque chose de surprenant parce qu'on n'avait pas imaginé, comme tu disais, mais finalement, peut-être qu'on aime même mieux ça maintenant. Ça fait partie on l'intègre. Hein. Donc, tu as des beaux modèles d'enseignants qui t'ont amené vers ce succès. Tu as des bons enseignants comme ça que tu as croisés sur ton chemin? Ah oui, heureusement. Oui, j'en ai vraiment eu qui étaient, mais ils ont vraiment été essentiels dans mon parcours. Ça a commencé même dès la grande section en fait de maternelle, où j'ai eu déjà une maîtresse qui savait bien gérer mes émotions et qui m'a notamment qui a fait en sorte que je me retrouve dans la classe d'une enseignante en CP qui était une de ses amies. Et je pense qu'elle savait que sa manière de faire allait bien correspondre à mon profil. Vraiment, les difficultés que j'avais en primaire, c'était vraiment les émotions qui étaient très, très dures à gérer. J'avais tendance à faire énormément de crises. Enfin, je pouvais même me rouler par terre, balancer des trousses. Enfin, c'était explosif à ce moment-là. Mais parce que je savais pas comment les gérer, je savais pas ce qui m'arrivait. Et ce que je dis souvent, c'est que j'ai fait ma crise d'adolescence vers 6-7 ans, en fait. D'après ce que mes parents disaient, il y a eu des week-ends où c'était insupportable, quoi. J'ai dû leur gâcher des week-ends. Et c'est vraiment parce que je pense que c'était une époque où il y avait tellement de changements,
où je me sentais pas bien, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à gérer les choses comme les autres, que c'est un peu le concept de la crise d'adolescence en fait, où il y a tellement de changements qu'on ne sait pas tout gérer. Du coup, oui, cette période, c'était vraiment au niveau émotionnel très difficile, mais j'ai eu cette maîtresse en CP qui, par exemple, m'emmenait faire des tours dans la classe, dans la cour de récréation quand elle sentait vraiment que la tension montait de trop. Et à la fin de l'année, elle a fini par dire que de néfaste pour la classe, j'étais devenue moteur. Donc comme quoi vraiment, en sachant gérer les émotions, on peut faire sortir aussi le potentiel, quoi. Oui, et Et toute l'importance d'avoir une bonne, donc des formations ou une bonne gestion, parce que là, en t'écoutant, en s'adaptant à tes besoins, toi, tu pouvais aller t'exprimer dehors, respirer, et puis revenir, tu étais redevenu plus calme, et donc tu pouvais continuer ta journée. Si on gère ça d'une manière qui est moins, une intervention qui est moins efficace, ben c'est là que ça peut, comme tu disais au début, être néfaste, alors que là, tu pouvais exploiter tout ton potentiel quand tu revenais. par rapport à... J'ai également cet exemple de personnes qui n'avaient pas compris comment gérer justement... quand j'étais en moyenne section, c'était une personne qui vraiment, je pense, ne comprenait pas comment gérer des enfants qui peuvent avoir des problèmes au niveau émotionnel. Au lieu de me faire sortir me défouler dans la cour, elle m'enfermait dans la classe pendant les récréations pour me punir. C'était un peu tout le contraire de ce qu'il fallait faire, quoi. Et après, elle s'étonnait que j'écrive pas mon prénom avec elle alors que j'en étais tout à fait capable. C'est des choses qui t'ont marqué. Oui. Et du coup, cette année-là, c'était vraiment pas bien passé parce que ouais, il y a des personnes encore qui sont pas forcément capables de s'adapter, qui n'ont pas cette aptitude naturelle. Et c'est vrai que c'est compliqué, surtout en maternelle. C'est quand même une période où on apprend à aimer l'école. J'aurais pas eu cette maîtresse en grande section qui a rattrapé ça, ça aurait pu être compliqué, je pense. C'est vraiment un moment où on doit quand même trouver un équilibre au niveau de l'école pour y prendre goût. Donc ça, c'était quand j'étais en maternelle et primaire. J'en ai eu d'autres qui m'ont beaucoup aidée au collège, notamment par le fait que c'était la période où on a commencé à trouver mes troubles. Donc, ma mère en a beaucoup parlé aux enseignants. Il y en avait qui étaient plus compréhensifs que d'autres. Et ces enseignants-là ont beaucoup fait le relais également avec la direction pour expliquer. Ils ont vraiment bien appliqué les aménagements quand il y en avait besoin en classe. Et maintenant, on en a encore reparlé avec eux. Et le fait que j'étais une des premières, en tout cas dyspraxiques, qu'ils ont eu diagnostiquées, en tout cas, dans le collège, parce qu'il y en a peut-être eu d'autres avant, mais on ne le savait pas. Ça a aidé pour la suite, parce que maintenant, ils en parlent beaucoup avec leurs collègues. Et du coup, voilà, je pense que déjà, nous, on avait pu rencontrer les difficultés à ce moment-là, mais on croise les doigts, on espère que ça a pu aider ceux qui sont venus après. Parce que on a sensibilisé les professeurs en fait. C'est vrai que ça serait mieux s'ils l'étaient déjà, mais c'est encore une difficulté qu'on peut avoir dans les établissements en France, c'est que la formation par rapport à ça n'est pas suffisante. Donc, tu as mis une première pierre à l'édifice, comme on dit. Donc, grâce à toi, toutes les prochaines cohortes vont pouvoir avoir peut-être un petit peu plus d'aménagement ou en tout cas un regard différent. Peut-être justement cette pensée que, ben peut-être, est-ce que ça pourrait? Donc, de référer vers un professionnel pour avoir un jugement, en tout cas, faire des démarches pour avancer, pas laisser l'enfant en souffrance, tout à fait. C'est très, très important aussi, je trouve, de mettre en avant des aspects positifs. Souvent, quand je demande aux élèves, toi, avec ton trouble d'apprentissage, est-ce que maintenant tu vis bien avec et
tu aimerais tu es contente de l'avoir parce qu'il fait partie de toi, il fait partie de la personne que tu es maintenant. Est-ce que tu es de cet avis-là, toi? Comment le vis-tu aujourd'hui? Je dirais que pour le haut potentiel intellectuel, je suis contente de l'avoir. Je sais que ça m'a beaucoup aidé pendant mon cursus pour également pouvoir mieux gérer le reste des troubles. Je ne sais pas si je peux dire que je suis vraiment contente d'avoir les troubles de l'apprentissage, mais ils sont là, ils font partie de moi. J'ai appris à faire avec, à m'adapter. En partie de tout ton développement qui font probablement en sorte que tu sois autant persévérante. Lorsqu'on parlait Ça, tout à c'est l'heure, il y a vrai. de Je la, pense que ça a dû jouer. C'est clair que ça forge le caractère. peut-être la résilience, tout ce parcours familial qui t'a soudé avec tes parents, je pense. Il y a pu avoir des moments difficiles dans la famille, notamment des périodes où, en terminale, notamment, j'étais sur le point de faire un burn-out en fait par rapport aux mathématiques. Où je me suis retrouvée avec une enseignante qui vraiment mettait c'était pas un enseignement qui correspondait à ma manière de faire. Elle mettait trop de pression, en fait. Il y avait trop de charges de travail par rapport à ce que j'arrivais à gérer. J'étais dans une classe européenne au lycée. On était déjà un petit peu, entre guillemets, l'élite du lycée déjà, parce qu'il y avait une sélection qui se faisait, donc il fallait déjà avoir de bons résultats scolaires. Et c'est limite si du coup on ne nous mettait pas encore plus de travail que dans les autres classes. Alors que bon, on avait le niveau qu'il fallait déjà normalement. C'est le côté un petit peu injuste peut-être des formations où il y a une sélection, c'est qu'on n'est pas forcément traité pareil que d'autres classes et parfois le niveau est un peu trop élevé par rapport à ce qu'on arrive à gérer. Du coup, j'ai été dispensée de cours de mathématiques, le temps de réussir à gérer justement tout ce que ça avait pu provoquer. Et de cette façon, en fait, ça a évité que je sois déscolarisée de manière complète, je pense. Parce que de juste gérer différemment cette matière qui posait problème, le reste, j'arrivais toujours à suivre. Du coup, ça a été vraiment bien géré dès qu'on a commencé à voir que j'avais trop de difficultés, que je me sentais pas bien avec cette matière-là. On a pris en charge ça rapidement et ça m'a permis de terminer mon année de terminale correctement. Il y avait eu cette période qui était un peu compliquée, du coup aussi dans la famille, dès qu'on n'est pas bien dans notre peau, ça peut vite provoquer des soucis au niveau de la famille, même si on n'en a pas envie de ces disputes ou de moments où ça se passe mal. Mais bon, les émotions, c'est comme ça. Donc oui, le fait d'avoir beaucoup été accompagnée par mes parents, ça nous a soudés, mais j'ai pu quand même rencontrer des périodes où c'était un peu plus difficile par rapport à mes émotions, notamment de manière plus récente, début de cette année. On a trouvé que mon trouble anxieux s'était généralisé. Ce qui faisait que vraiment en début d'année, je faisais des crises de panique pour un peu rien. J'ai toujours eu un terrain anxieux quand il y avait les examens, notamment avec mon anxiété de performance, ça pouvait devenir difficile. Mais là, c'était vraiment un petit truc un peu stressant et la crise venait alors que je faisais jamais ça. Du coup, là, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Du coup, maintenant, je suis sous un traitement médicamenteux qui m'a permis de retrouver vraiment cet équilibre. Et clairement, ça manque pas les angoisses une fois qu'on n'en a plus. Est-ce que tu as développé des moyens pour te calmer, des respirations? De la cohérence cardiaque, de la relaxation. Du coup, ça marchait en temps normal. Quand j'avais juste le stress qui venait, ça suffisait.
Mais là, quand ça s'est généralisé, ça suffisait plus. Donc là, j'ai vraiment eu besoin de mon suivi avec ma psychiatre qui a vraiment dit, mais là, on va pas laisser traîner parce que ça impacte trop, en fait. Vraiment, ça a un impact trop important dans la vie quotidienne. Moi, j'en arrivais à être épuisée parce que ça prend toute l'énergie, en fait, les angoisses. Puis je commence à avoir des troubles cognitifs aussi. Je commence à oublier des choses ou être un peu perdue. Enfin, voilà. Fallait pas laisser traîner ça parce que sinon, j'aurais clairement pas fini mon année, je pense. Tout à fait. Maintenant, donc, là, c'est l'été et tu vas pouvoir rentrer donc en master de neuro. Et veux-tu nous dire qu'est-ce que tu aimerais réaliser par ces études-là? Alors, dans les neurosciences, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, mais je sais que je suis très intéressée par justement tout ce qui peut être recherche plutôt au niveau cognitif ou comportement. Si je pouvais travailler sur les troubles neurodéveloppementaux, ce serait très intéressant. Là, il y a d'autres maladies au niveau neurologique qui m'intéressent aussi. J'aimerais bien aller plus sur de l'humain, si c'est possible. Maintenant, j'ai déjà fait des stages où j'ai travaillé avec des animaux et ça reste aussi intéressant. Donc voilà, tout ça, ça va se préciser dans le futur avec le master, justement, où je vais pouvoir vraiment découvrir la réalité de chaque domaine. Est-ce que tu as un espoir de trouver quelque chose? Est-ce que tu as comme une volonté, une espérance de Ah, c'est ça? Est-ce que tu as une espèce de rêve? Oui, je pense qu'on espère tous dans la recherche trouver quelque chose qui va pouvoir, notamment dans mon cas, vu que j'ai envie de travailler avec de l'humain, si jamais je peux trouver quelque chose qui peut aider des personnes à mieux vivre, ça serait génial, quoi. Je pense que oui, c'est l'objectif un peu de tout le monde. Donc, on commence par faire les choses pour comprendre un peu mieux les choses. Et si on arrive à trouver quelque chose qui peut aider les gens, enfin, moi, c'est vraiment ce qui me motive. Pour avancer dans cette cause-là, dans l'inclusion, hein, pour que ces élèves-là ensuite soient se sentir plus inclus, plus compris, donc que ce soit à l'école ou même dans les professions, hein, tout à fait. Bien, merci beaucoup, Maëlle. Vraiment, tu nous as bien expliqué ton parcours. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites partager avant qu'on se quitte au grand public, aux parents, aux enseignants qui nous écoutent par rapport à leurs élèves ou à leurs enfants qui ont des troubles d'apprentissage? Ce qu'on peut retenir un peu de tout ça, c'est qu'il faut s'accrocher. C'est pas toujours facile de rester motivé. On traverse des obstacles, mais une fois qu'on les dépasse, ces obstacles, on peut vraiment arriver à faire des choses géniales. Et il n'y a pas de raison de se fermer, en tout cas, à son rêve. Si c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, il faut se donner les moyens. Mais pour se donner les moyens, il faut aussi avoir le soutien qui est nécessaire, justement, de par les parents ou de par les enseignants. Mais du coup, voilà, de ne pas baisser les bras, tout est possible. Tout est possible d'accepter l'aide et de s'accepter soi-même, trouver Oui. ses forces, s'appuyer dessus et puis voir toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous. Et d'écouter des beaux messages comme le tien pour savoir dans les moments plus difficiles qu'il y a mon enfant ou mon élève, lui aussi, s'il veut se rendre jusque-là, ben, il peut, tout à fait. Merci, Maëlle, c'était vraiment un plaisir de t'écouter. Merci beaucoup d'avoir partagé ce parcours-là et félicitations, bravo pour tout ce que tu as vécu, pour tous ces obstacles que tu as su relever. Et puis, on te souhaite une belle poursuite de réaliser tes rêves de master et peut-être de doctorat à l'étranger ou en France. Merci beaucoup. C'était Maëlle Bougain pour notre podcast Voyage vers la réussite scolaire. C'était Eugénie d'ADR.
l'orthopédagogie Globetrotters, toujours prête à vous aider à fleurir et à grandir par notre profession, partout où que vous soyez. À bientôt pour un nouvel épisode. Écrivez-nous pour nous raconter vos belles réussites. On a hâte de vous rencontrer.